Paris dans Respiration. Le thème de l'émission aujourd'hui est méditer sans effort. Je reçois José Leroy pour la parution de son livre Méditer partout, tout le temps sans effort, aux éditions Almora, et la musicienne violoncelliste aux multiples talents qu'on va découvrir, Valentine Dutheil, qui fait la programmation musicale de l'émission aujourd'hui. Alors pour commencer, j'ai souhaité créer un lien entre elle et moi, puisque ce lien existe et on a cheminé ensemble, et je vais en profiter pour faire me faire un peu de pub pour un nouvel album qui va sortir en 2022, Chevaucher le vent, sur lequel on va retrouver des musiciens dont j'apprécie à la fois le talent et l'humanité, donc Didier Guedes, fidèle complice, Valentine et Philippe Draille, sur ce morceau, La légèreté, extrait de l'album Les branches des arbres se soulèvent. share.
Vous êtes sur Aligre FM 93 points à Paris dans Respiration. Alors je reçois aujourd'hui José Leroy pour son dernier ouvrage Méditer partout, tout le temps sans effort, et ainsi que la musicienne Valentine Dutheil. Bonjour José Leroy. Bonjour Louise. Vous êtes agrégé de philosophie, spécialisé dans la philosophie indienne. Oui. Vous avez pratiqué le zen avec les disciples de Deshimaru que je connais bien au Dojo Zen de Paris. C'est ça. Et vous avez fait une rencontre avec le philosophe et mystique anglais Douglas Harding. Et vous avez publié de nombreux ouvrages. Aujourd'hui, vous êtes ici pour parler de ce dernier livre, Méditer partout, tout le temps sans effort. Et ce titre a retenu mon attention. C'était fait pour ça. Oui. Alors, j'ai pris quelques notes et j'aimerais commencer par vous parler à un moment donné de la méditation authentique. C'est un mot que j'ai utilisé, méditation authentique ? Oui. Ah oui. Disons que j'ai beaucoup médité dans un cadre formel, donc dans le cadre du zen à Paris, comme vous l'avez dit, et c'était très très important pour moi. J'ai même songé à devenir moine bouddhiste, donc j'étais très engagé dans la voie. J'ai participé à des longues sessions d'été à la Gendronnière, et vraiment c'était une chance formidable de rencontrer le Dharma et surtout des maîtres authentiques à Paris. Et puis ensuite, c'est vrai que la rencontre de Douglas Harding, des voies directes aussi, et peut-être même une lecture approfondie des maîtres Chan du bouddhisme chinois, m'a montré que finalement la méditation pouvait devenir informelle, c'est-à-dire pouvait se pratiquer tout le temps, partout, et peut-être sans effort. Et ça pour moi a été une grande découverte en fait, de constater que finalement la méditation c'est pas uniquement consacré à des moments particuliers, dans des endroits particuliers, mais c'est quelque chose qui se produit à chaque instant, dans toutes les situations, qu'on soit immobile ou qu'on marche, qu'on soit à la ville ou à la campagne, qu'on soit en relation ou seul. En fait, il y a une possibilité de s'installer dans un état méditatif constant, en fait. C'est ça que m'a montré Douglas Harding et d'autres maîtres de ces voies directes. Et donc là, dans ce livre, j'ai voulu explorer cette pratique et cette idée de méditation informelle. Et j'ai été surpris de constater que dans la tradition bouddhiste aussi, il y a cette idée d'une méditation constante, au point même que certains maîtres parlent de non-méditation, en fait. Au bout d'un moment, cette idée de méditer, au fond, elle devient presque une gêne, parce qu'on a l'impression qu'on fait quelque chose, alors que notre présence est constamment en fait dans cet état vigilant. Enfin, il me semble qu'un bon maître zen, moi j'en ai un bon guide, Pierre Philippon, il nous dit quand même que l'objectif de la méditation, même Deshimaru a écrit zen et méditation quotidienne, l'objectif c'est de méditer tout le temps, c'est quand on fait la vaisselle à tout moment. Enfin, absolument, oui, bien sûr. C'est déjà le Bouddha le disait à l'origine, et les maîtres zen le disent aussi, mais moi en tout cas, si vous voulez, je n'arrivais pas à garder cette présence quand je quittais le dojo. Dans le dojo, en étant assis avec ces personnes motivées, avec cet enseignement, je voyais bien que je contactais une paix intérieure, je contactais peut-être une présence que je pouvais repérer, mais dès que j'entrais dans la vie quotidienne, si vous voulez, je sentais que cette paix s'effilochait un peu quand même. Et donc j'ai besoin de rencontrer un autre enseignement, si vous voulez, qui mettait plus l'accent sur la pratique non assise, non formelle, qui mettait plus l'accent sur cette vigilance permanente en fait. Et c'est pour moi, ça a été donc une grande révélation. C'est pour ça que je trouve ça intéressant que vous partagiez ça. Alors j'avais noté dans votre livre, on en parlait avant de commencer cette histoire avec IQ, ajoutons cependant que bien souvent aussi, cela est très important, l'éveil survient en dehors du cadre de la méditation formelle. C'est le cas par exemple d'IQ, moine zen japonais,
très célèbre qui, en 1420, expérimenta le grand éveil en entendant soudainement le cri d'un corbeau. Oui, parce que en fait, la méditation est aujourd'hui très à la mode. On parlait tout à l'heure avant l'antenne de Christophe André, par exemple, ou d'autres qui enseignent la méditation. Et je trouve ça très bien. Et moi, quand j'ai commencé la méditation dans les années 90, je me souviens qu'on me disait que j'étais dans une secte quand je pratiquais le bouddhisme. Je disais, bon, c'est une secte qui a quand même 2500 ans. Ouais. Mais donc aujourd'hui, la méditation est très à la mode, ce qui est très bien. Elle est enseignée dans un cadre laïque, sans doute c'est très bien aussi, mais il me semble que le risque, c'est que la méditation perde le lien avec la spiritualité et avec l'éveil, en fait, puisque la pratique de la méditation, c'est une pratique d'éveil. Et l'éveil, c'est pas simplement du développement personnel, si vous voulez, c'est pas simplement aller mieux, vivre sans stress, c'est vraiment un cataclysme intérieur que de rencontrer cet éveil. Et donc, là, l'exemple que vous avez lu là de EQ montre que EQ obtient cet éveil alors qu'il n'est pas en train de méditer, puisqu'il entend le cri du corbeau dans un jardin, je crois, et voilà. Entre parenthèses, d'ailleurs, beaucoup de maîtres zen se sont éveillés à leur vraie nature par l'écoute de certains sons, le son d'une cloche, le son d'un corbeau ici, ou par exemple un moine jardinier est en train de travailler dans son jardin, puis sa binette, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, touche un caillou, ça fait un bruit et il s'éveille. Voilà, alors bien sûr on pourrait dire, mais c'est la pratique de la méditation qui a permis à EQ de découvrir sa vraie nature. C'est sans doute vrai. Mais voilà, je voulais montrer aussi au début du livre le lien entre la méditation et l'éveil, entre la méditation et le satori, pour utiliser un mot japonais. Mais je trouve ça très bien, et je me réjouis vraiment d'avoir eu l'instinct de vous inviter, parce que je partage tout à fait cet avis sur le risque parfois de superficialité aujourd'hui. C'est-à-dire que je me réjouis aussi que ça s'ouvre, parce qu'il y a un besoin finalement dans la société telle qu'elle évolue, ça devient vital de mieux respirer et de méditer, mais il y a des gens qui font 3 stages et qui racontent que méditer 1 minute, etc. Enfin bon, pour moi, c'est pas vraiment ça. Et je trouve important de pouvoir... il y a une droiture dans cette pratique. Donc, les pratiques qui sont invisibles nécessitent de la droiture pour pouvoir avancer. D'où la nécessité d'un bon guide, par exemple, qu'on appelle maître, mais en fait c'est un guide. Donc, peut-être qu'on pourrait parler de l'aspect non-dual de la réalité, ce qui est quelque chose d'intéressant aussi dans... Oui, en fait, non-duel ou non-dual, selon les traductions, c'est une expression, une traduction en fait d'un mot sanskrit Advaita, qui est essentiel dans la culture et la spiritualité hindoue et bouddhiste aussi, bien sûr. Et non-duel ou Advaita donc renvoie à une expérience où les dualités qu'on connaît en général dans la vie quotidienne disparaissent ou s'effondrent ou sont transcendées. Et la principale de ces dualités, c'est la dualité entre le sujet et l'objet, en fait. C'est-à-dire que en général, dans la vie quotidienne, on a l'impression, si vous voulez, comme on est identifié un individu, d'être un sujet face à des objets. Par exemple, je suis ici, assis sur une chaise, et j'ai l'impression que il y a une table hors de moi, à distance, et finalement, la perception est structurée de cette manière-là, sur la base d'un sujet face à un objet, d'un moi face aux choses, d'un observateur face à des choses observées, ou d'un intérieur face à un extérieur. Donc ça, c'est le mode de vie qu'on a en général, sauf exception, parce que parfois on a aussi l'expérience d'une non-dualité dans la vie quotidienne, on pourra en parler. Oui. Et donc la méditation et l'éveil nous permet de transcender ce mode illusoire, en réalité, ce mode illusoire de la dualité, dans un état où il n'y a plus ni sujet ni objet, il n'y a plus ni intérieur ni extérieur, il n'y a plus ni observateur ni observé, il y a une présence, difficile à décrire d'ailleurs par les mots, mais une présence différente, nouvelle, une autre manière de vivre, une autre manière d'être conscient, en fait. Magnifique. On va faire une petite pause musicale, puisque l'émission c'est aussi une expérience avec des sons qui vont nous aider à respirer, respiration. Alors Valentine a choisi 2e mouvement, concerto pour piano numéro 23 de Mozart, et moi j'ai choisi l'interprétation d'Hélène Grimaud.
J'espère que Non, ça me va. ça vous va.
Vous êtes sur Aligre FM 93.1 Paris dans Respiration. Je suis aujourd'hui en compagnie de José Leroy pour son ouvrage Méditer partout, tout le temps sans effort, qui est paru aux éditions Almora, et avec Valentine Dutheil qui a fait la programmation musicale de l'émission. Alors José, on reprend le fil de notre entretien. Et moi j'avais envie de savoir quelque chose dont vous parlez beaucoup dans cet ouvrage. Qu'est-ce que c'est la méditation naturelle ? Oui, la méditation naturelle, je l'ai appelée comme ça, mais oui. C'est en fait une méditation qui n'est pas une activité exercée par le moi. C'est-à-dire que, effectivement, mais c'était ma pratique, la façon dont moi je pratiquais, j'avais l'impression que je faisais la méditation, que le moi faisait quelque chose, si vous voulez, toute proportion gardée, un petit peu comme, par exemple, on irait faire du tennis, on réserve un terrain, de 8h à 9h, on y va, on fait un truc, on fait du tennis et on s'en va. Donc, voilà, la méditation m'apparaissait comme une activité faite par un moi. Par un jeu. Or, la méditation naturelle n'est pas une activité, d'abord, c'est un état permanent, et d'autre part, ce n'est pas fait par un moi. C'est pas un moi qui médite, en fait. Notre présence, on pourrait dire notre conscience, est toujours en état de vigilance. En fait, nous sommes conscients, vous êtes conscient, là, sans effort. Vous faites aucun effort pour être conscient. Comment pourrait-on faire un effort pour être conscient ? Je vais pas créer la conscience par mon moi et mes propres forces et mes propres énergies. Donc la méditation naturelle, c'est constater que nous sommes déjà conscients, il y a cette conscience qui est là, comme un feu déjà allumé, si vous voulez, comme un soleil qui s'est déjà levé, et il n'y a rien besoin de faire pour être conscient. Donc la méditation, c'est simplement se rendre compte que nous sommes déjà conscients, et en ce sens-là, c'est plutôt un laisser-faire, c'est plutôt un non-effort qu'un effort. Parce que si le moi entreprend de faire un effort, si le moi entreprend de faire quelque chose pour méditer, en fait, il gâche un peu, finalement, cet état de présence consciente qui est déjà là. Il va venir rajouter quelque chose qui n'a pas besoin d'être là. Il suffit plutôt de s'ouvrir à cette présence. Il suffit plutôt d'abandonner son effort pour constater que cette présence est déjà là. C'est pourquoi j'ai appelé ça sans effort, méditer sans effort, parce que c'est le moi qui fait un effort. Et le moi ne pourra jamais, par un effort, faire la conscience, faire l'éveil ou fabriquer je ne sais quel état de présence. C'est plutôt en lâchant prise, en débarrassant le terrain. Voilà, il faut que le moi débarrasse le terrain. Donc, en ce sens-là, la méditation naturelle, c'est débarrasser le terrain et constater que notre conscience, si vous voulez, ou notre présence, j'aime bien le mot présence, est déjà en état de vigilance. Il n'y a rien besoin de faire, en fait. Donc, c'est pourquoi la méditation naturelle peut être constante. Et elle est constante, en fait, puisque nous sommes toujours éveillés. Ce n'est pas un truc qu'on va fabriquer, je ne sais comment. Donc, il suffit simplement de s'en rendre compte. Très intéressant. J'aimerais que vous commentiez cet extrait que je vais lire. Le Tathagata est désigné sous ce nom parce qu'il ne vient de nulle part et ne se dirige nulle part. Et c'est pour cette raison qu'il est le Tathagata. La présence ou le soi, avec un S majuscule, ne va nulle part en effet, ne bouge pas. La conscience que nous sommes immobiles, tout apparaît en elle, dans l'espace éveillé de l'ouvert. Oui, alors Tathagata, c'est un des noms de Bouddha, un des noms en fait de notre nature intérieure, Tathagata, donc ce qui signifie en sanskrit ainsi aller, ce qui était drôle de manière de nommer cette nature de Bouddha, mais moi je le comprends de cette manière-là, c'est-à-dire qu'en fait cette présence ne va nulle part, ne bouge pas, elle est toujours là. C'est pourquoi par exemple je n'ai pas besoin d'aller dans un dojo pour la trouver, ou je n'ai pas besoin d'aller dans un centre ou dans un lieu dit spirituel pour la trouver. Elle est toujours là, elle est toujours partout. En ce sens-là, elle est immobile, si vous voulez, et tout apparaît en elle. Tout apparaît et disparaît en elle. Donc c'est pourquoi il est possible d'en prendre conscience dans le mouvement, en fait. Par exemple, en faisant du vélo. Je vois que vous êtes venu en vélo, Louise. Oui. Voilà. Donc il est possible d'en prendre conscience dans le mouvement, parce qu'en fait, si vous voulez, le mouvement donc de la rue,
par exemple, si on est en vélo, mouvement de la rue, mouvement des bâtiments, etc., pointe vers l'immobilité de la présence, l'immobilité de notre nature de Bouddha. Et ça, c'est une manière assez simple aussi de constater que nous sommes cette présence. Tout bouge en elle, qui ne bouge pas, elle ne bouge pas. Où donc la présence pourrait-elle aller? Seules les choses se déplacent d'ici à là-bas. En ce sens-là, nous n'avons jamais bougé. Donc c'est assez étonnant d'en prendre conscience. Nous n'avons jamais bougé, puisque cette présence, elle est partout et nulle part, donc elle ne peut pas se déplacer. Donc la méditation naturelle, vous voyez, c'est une manière dans le quotidien d'intégrer ces enseignements anciens, en fait. Tathagata Garbha, donc cette présence n'a jamais bougé, on peut le voir à chaque instant, en faisant du vélo, en marchant. Vous marchez dans Paris, par exemple, c'est pas vous qui bougez, c'est Paris qui se déplace en vous. Les gens s'imaginent qu'ils sont des corps se déplaçant dans un Paris immobile, mais c'est pas du tout. Ça, c'est une manière, si vous voulez, intellectuelle de se penser. Là, c'est en s'identifiant à une chose, un corps, par exemple. Mais si vous regardez comment les choses se passent, vous voyez que Paris bouge et se déplace dans la présence, dans la conscience. Très bien. Alors maintenant, j'ai pioché un peu comme ça, au hasard, dans votre livre, des choses qui m'ont parlé. Et j'aimerais aussi que vous commentiez ce passage, parce que je trouve que pour donner envie aux personnes de méditer, c'est ce qu'on a envie, en fait, oui, de leur transmettre. On parle, vous savez, souvent de la saveur du zen. Oui. Et là, pour nous donner un peu une idée de ce qu'on peut éprouver quand on pratique, j'ai pris ce passage. Alors en fait, c'est un passage de Douglas Harding. C'est quelle page, Louise ? Page 108. Merci. Les couleurs, les textures, les sons, les goûts, les odeurs, toutes les sensations ont tendance à revêtir une nouvelle brillance, vivacité, nouveauté, en contraste le plus marqué avec leur simple arrière-plan ici. Par exemple, il est courant, même chez quelqu'un qui commence tout juste à voir, de trouver les couleurs, comme par exemple celles des feux tricolores ainsi que les néons des villes, la nuit et leurs reflets sur les trottoirs mouillés et dans la carrosserie des taxis, incroyablement lumineuses et belles. Et vous-même, vous avez cette expression que j'ai relevée, qui m'a touchée, vous parlez d'un scintillement du réel. Et je trouve ça très beau. Et oui, ça c'est un des fruits de l'éveil, en fait, c'est que quand on est dans une relation duelle avec le monde, en fait on le voit pas vraiment, puisque on projette sur le monde des concepts, on projette sur le monde la mémoire, on le tient à distance puisqu'on vit dans cette dualité. Quand cette dualité est transcendée, quand elle disparaît, ce qui s'éveille en fait c'est le monde, c'est tout à fait frappant. C'est-à-dire qu'en fait on voit vraiment le réel tel qu'il est, sans projection, sans jugement, sans mémoire. En fait on retrouve le regard qu'on a connu quand on était enfant, c'est-à-dire un regard frais, neuf, vierge, innocent, et donc il y a une palpitation du réel. Le réel devient enfin vivant, vibrant. Les couleurs sont plus vives, les sons sont plus scintillants, et en fait c'est comme si le réel, si vous voulez, renaissait au-delà des mots et du voile des mots qu'on avait posé dessus, en fait. Les philosophes en parlent de ça. Bergson, par exemple, dans ses livres, parle aussi des étiquettes qu'on colle sur les mots, qu'on colle sur les objets. Et donc, on ne voit plus les objets. Par exemple, je dis tiens, c'est une chaise. Mais si je dis c'est une chaise, je vois plus l'objet, en fait. J'ai plaqué sur lui, sur l'objet, quelque chose qui vient de ma mémoire. Mais si je débarrasse, si je sais aller au-delà de la mémoire, au-delà des mots, et surtout au-delà de l'observateur, et que j'accueille le donné, le réel dans sa pure apparition, il y a un émerveillement, en fait, possible de tous les instants, en fait. C'est ce dont parle ici Douglas, et ce dont parlent aussi les grands artistes. Là, on vient d'écouter Mozart, c'est merveilleux. Parce que, voilà, l'art aussi, si vous voulez, scintille dans sa musique, dans ses formes et ses couleurs, et pointe vers cette réalité non duelle. Je suis sûr que les grands artistes vivent ou ont des expériences de cet état non duel. J'avais mis dans un autre livre une citation de Giacometti que j'avais trouvé dans son journal, où à un moment donné il sort de son atelier Boulevard Montparnasse et il décrit le Boulevard Montparnasse comme s'il ne l'avait jamais vu, et il dit qu'il ne l'a jamais vu et qu'il a une expérience forte de beauté, en fait. Donc l'éveil, en réalité, c'est l'éveil du monde. Voilà. Moi, je trouve que, d'abord, il y a très modestement, parce que je pratique, et je sais que mon expérience, c'est la mienne. Comme chacun, son expérience de la méditation est absolument personnelle, et c'est ça qui est très beau. Mais pour moi, en tous les cas, je trouve que le paradis
est là vraiment dans l'instant, dans la moindre chose. C'est ce que nous fait toucher cet éveil, en fait, de voir la beauté. Donc moi je me dis, les visions de paradis, c'était des visions de choses que les hommes ont éprouvées, en fait. Exactement. En étant méditants. Absolument. Et puis je pense aussi que la musique ou la poésie sont les meilleures façons d'en parler, en vérité. Oui, et tout à l'heure, je disais que notre vie quotidienne est structurée sur une vie duelle, en fait, observateur-observé, mais quand même, on a parfois l'expérience d'une non-dualité. Les gens parfois le vivent. C'est pour ça que l'art a tant de valeur. Les gens aiment, par exemple, écouter Mozart, ce morceau merveilleux qu'on vient d'écouter, parce qu'ils touchent quelque chose qui relève finalement d'une expérience non-duelle. Parce que quand on écoute Mozart, il n'y a plus quelqu'un qui écoute, en fait. Il y a juste la musique qui se déploie dans le silence, et on est ce silence unis à la musique. Ou bien quand vous êtes devant un beau paysage, par exemple, vous êtes, je sais pas, en Corse, devant les falaises de Piana, c'est un spectacle incroyable, vous avez le rouge de la montagne qui plonge dans le bleu de la mer, et là vous dites, c'est incroyablement beau, et vous vous sentez heureux. Et là, vous faites une expérience, vous disparaissez en faveur du paysage, en fait. Il y a uniquement le monde qui se déploie dans l'espace de la présence. Donc on a des intuitions comme ça, mais sont liées c'est des moments où voilà, on pense que c'est lié à tel événement. En réalité, on a touché, on a contacté notre vraie présence. Très bien. Eh bien, pour fêter ça, on va écouter un très beau morceau à nouveau choisi par Valentine, You've Got a Friend, James Taylor. When you're down and trouble and you need some loving care, and nothing is going right, just close your eyes and think of me. Yes, and soon I will be there to brighten up even your darkest night. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. It's winter, spring, summer, or fall, all you gotta do is call on me, and I will be there, yeah, yes, I'll be there. You got a friend. If the sky high above you should grow dark and full of clouds, and that old cold north wind should begin to blow, just keep your poor head together now. Call my name out loud, pretty soon I'll be knocking on your door. You just call out my name, and you know wherever I am, I'll come running to see you again. I know winter, spring, summer, or fall, all you gotta do, call on, and I will be there, yeah, yes, I'll be there. Well, now ain't it good to know you've got a friend when people can be so cold? They'll hurt you, yes, and desert you. They'll take your soul if you let them.
but don't you let them. You just call up my name, and you know wherever I am, I'll come running just as fast as I can to see you again. Oh yes, and don't you know about that? Winter, spring, summer, or fall. All you got to do is call on me, and I'll be there. Yeah, yes, I'll be there. You got a friend. You got a friend. Oh, you got a friend in me. Walking, talking, and everything, friend. I said everybody get night, know the thing, no matter how low. For some time, want to take some consolation in one thing, yeah. Be good to know, yeah, yeah, yeah. You got a friend. Je suis avec José Leroy aujourd'hui. Alors, on reprend le fil de notre conversation. J'ai noté quelque chose d'intéressant, je trouve, dans votre... Enfin, qui m'a parlé. Pour moi qui pratique, ça m'a donné une ouverture, j'y ai pensé après. Vous parlez de constater que le vide au-dessus de nos épaules est toujours largement ouvert. Ah oui, alors ça c'est un enseignement qui vient directement de Douglas Harding, donc ce philosophe dont vous avez parlé tout à l'heure, et dont j'ai été l'ami avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans. Donc c'est vraiment ce qui caractérise son approche de l'éveil et de la méditation. C'est-à-dire que Douglas d'ailleurs avait développé un chemin, une pédagogie de méditation qu'il appelait la voie sans tête, Headless Way en anglais. Et en fait cette pratique consiste à constater, et les gens qui nous écoutent peuvent le constater aussi, qu'au-dessus de nos épaules, eh bien nous ne sommes pas enfermés dans une tête. En fait, nous ne voyons pas notre tête. Nous l'imaginons peut-être, bien sûr, nous pouvons la voir dans un miroir ou sur une photo, mais nous ne la voyons pas au-dessus de nos épaules. En fait, ce que nous constatons au-dessus de nos épaules maintenant, c'est un grand espace sans couleur, sans forme, transparent, et dans lequel le monde apparaît, en fait. Donc, c'est une manière très simple, je crois, de rendre vivant les enseignements bouddhistes, notamment les enseignements bouddhistes sur la vacuité. Parce que qu'est-ce qu'on appelle la vacuité? Qu'est-ce que c'est que l'expérience de la vacuité? Pour Douglas, c'est prendre conscience justement que nous ne voyons pas le monde à partir d'un moi caché dans une tête, mais nous voyons le monde à partir de cet espace ouvert, de cette vacuité, en effet, de cette vacuité consciente qu'il appelait espace d'accueil, et dans lequel le monde apparaît. Donc la méditation naturelle, pour y revenir encore, c'est vivre toujours, partout, tout le temps, sans effort, à partir de cet espace ouvert, de cette vacuité que je découvre au-dessus des épaules. Et c'est très simple, mais simplement c'est une sorte de geste intérieur, si vous voulez, parce que dans la vie quotidienne, on ne prête pas attention à cet espace ouvert, cette vacuité. On ferme cet espace avec une tête à laquelle on s'identifie, avec un personnage dont on revêt le costume en quelque sorte. Donc je me prends pour José pour le coup. Mais si je sais opérer ce geste, ce retournement de l'attention vers cet espace ouvert, eh bien oui, je m'éveille à un mode de vie non duel en fait. Et c'est super simple, c'est ce que font les enfants. Très bien. C'est sûr. Alors vous dites vous parliez de Douglas Harding au passé, il n'est plus vivant? Non, Douglas est décédé en 2007, presque centenaire. Il était né en 1909. Ah ouais. Donc il a parcouru presque tout le siècle, et c'était un philosophe anglais qui, lui, s'est éveillé à sa vraie nature en 1943, à l'âge d'à peu près 33 ans. Et ensuite, il a essayé de partager son expérience avec ses contemporains. Et c'est à partir des années 50 en fait, 50-60 qu'il a donc
trouver des outils, en fait, des expériences d'attention, comme celle dont on vient de parler, pour partager cette expérience d'éveil. Il avait écrit un petit livre dans les années 60, au début des années 60, qui s'appelle On Having No Head, où il fait le lien d'ailleurs entre son expérience et le zen, et les maîtres zen. Et ce petit livre a eu beaucoup de succès, c'était une sorte de best-seller à la spiritualité à ce moment-là. C'était un peu le moment des Happy Flower, de Power Flower des années 60, quoi. Et donc à partir de ce moment-là, il y a plein de gens qui sont venus chez lui dans sa petite maison dans l'est de l'Angleterre pour le rencontrer et partager ses expériences d'éveil. Et moi, quand je l'ai rencontré au début des années 90, il parcourait le monde entier, à plus de 85 ans, pour faire des stages, pour animer des ateliers. Il allait en Israël, aux États-Unis, au Canada, partout en Europe. Parce que c'est une voie, si vous voulez, c'est une voie moderne, laïque, extrêmement simple, une voie directe en fait, et qui nous permet de contacter directement cet espace d'accueil, cette vacuité en fait. Mais par là, il rejoint les voies directes qu'on trouve aussi dans la spiritualité. Par exemple, dans le bouddhisme tibétain, il y a cette voie qu'on appelle le Dzogchen, qui est très très proche de ça, ou en Inde, le Shivaïsme du Cachemire, ou l'Advaita Vedanta, et même le Zen, en tout cas le Zen chinois, les grands maîtres Zen chinois sont très directs. Donc, dans cette voie, si vous voulez, l'éveil n'est pas au bout du chemin, il est au début. On commence par ça en fait. On commence par contacter cette vacuité ou cet espace ou cette présence. Et la pratique, la méditation, va consister à finalement jouir de cette présence au quotidien, à intégrer le quotidien dans cet espace d'accueil. C'est très joli, ça me fait penser, parce que c'est très proche, au fait de raffiner son énergie dans les arts martiaux internes. Alors, vivre consciemment à partir de la présence ouverte est ce qui m'est arrivé de plus important dans mon existence, de plus profond, de plus inattendu et de plus bénéfique, au-delà même de mes rêves les plus incroyables, écrivez-vous. Ben oui, parce qu'en fait, moi, cet espace d'accueil s'est révélé à moi de manière complètement inattendue. J'étais en train de méditer, j'étais assez jeune, et j'étais dans l'idée d'ailleurs que ça n'arriverait pas avant des dizaines d'années, peut-être même jamais. Et en fait, donc soudainement, de manière inattendue, le 21 mars 92, à 15h l'après-midi, c'est comme un voile qui se déchire, et je me suis retrouvé dans cet espace non-duel, avant de connaître Douglas Harding, et donc c'est vrai que je n'imaginais pas qu'une telle vie soit possible, parce qu'en fait on ne parle pas de cet état d'éveil dans la culture occidentale. On n'en parle pas à l'université, pourtant j'ai fait des études de philo à la Sorbonne, on n'en parle pas dans notre culture. Non. Donc ça a été une grande surprise de constater que c'était un mode de vie tout à fait possible, de vivre à partir de cet espace ouvert. Et voilà, et rencontrer Douglas, ça a été fondamental, parce que lui vivait cette présence depuis plus de 50 ans, et autour de lui il y avait plein de gens qui le vivaient. Oui, il y a quelqu'un qui téléphone, je ne sais pas. Voilà, et donc ça a été, oui, c'est incroyablement bénéfique, parce que je parle un petit peu des fruits de cette méditation naturelle, parce que contacter cette présence, c'est pas simplement quelque chose qui satisfait notre curiosité, ça transforme notre vie profondément. Déjà, ça transforme notre connaissance de nous-mêmes, du monde et de la réalité, et ça affecte profondément notre si vous voulez, notre cœur. Ça ouvre notre cœur, ça modifie nos émotions, ça nous fait contacter la paix et la joie, et pas une paix psychologique. C'est pas José qui devient plus apaisé. On s'éveille à une paix qui est vraiment au-delà de l'individu, en fait, à une joie qui est au-delà de l'individu, et en fait ce que ça m'a permis de retrouver de manière complètement, j'étais très stupéfait, c'est de retrouver mon enfance, en fait. C'est des choses que j'avais connues quand j'étais enfant. Tout à fait. Parce que quand j'étais enfant, j'étais souvent chez ma grand-mère en Bretagne, qui avait une ferme, et j'étais vraiment tout le temps dehors, dans le voilà, j'écoutais la pluie qui tombe, parce qu'en Bretagne il pleuvait beaucoup, je sentais l'odeur du foin. Vraiment, j'étais au paradis. Tout à l'heure, vous parliez du paradis. J'étais au paradis pendant cette enfance. Et puis, à 6-7 ans, les problèmes ont commencé. J'ai senti que quelque chose grippait la machine, finalement. Et puis, peu à peu, j'ai perdu. J'ai chuté du paradis, vraiment, quoi. J'ai l'impression que je faisais l'expérience d'une vie beaucoup plus difficile. Et donc, je pensais, c'est comme ça. On est heureux quand on est enfant, et c'est tout. Et en fait, l'éveil, le contact avec cette présence, m'a permis de revivre consciemment ce bonheur que je croyais perdu. Tout à fait. Moi, je pense vraiment qu'avant 3 ans, les enfants ne sont pas coupés par cette pensée qui duel, justement. Oui. Donc, ils sont dans... Et on a tous des souvenirs de ça.
de contemplation et d'un lien avec le tout, parce que c'est ce qu'on expérimente. C'est ça qui est très libérateur. C'est la joie de sentir que tout est lié. Exactement. Tout ce qui est vivant a un lien, les animaux, les plantes, les humains. Il y a ce lien par le souffle. Donc c'est vraiment, c'est vrai que ça nous transforme profondément, et ça a même des effets qui peuvent paraître un peu barrés pour des personnes qui sont vraiment dans une pensée scientifique, etc. Mais ça développe des synchronicités. Ça met de l'ordre dans l'invisible. Vous faites d'autres rencontres. Vous êtes sur un sujet et paf, la vie vous propose quelque chose qui a un lien avec ce sujet. De plus en plus de synchronicité. Non, vous l'avez pas éprouvé ? Oui, c'est vrai que le fait d'être complètement ouvert, comme ça, d'être cet espace accueillant pour le monde, fait que les opportunités, les liens, comme les relations avec le monde et les autres, est tout à fait différent. Oui, c'est dans la relation à l'autre aussi, c'est fondamental. Par exemple, Douglas disait qu'on n'est pas face à face avec autrui, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on pense qu'on rencontre autrui, face à face. En réalité, on est face à espace. Là, je vois le visage de Louise, mais je le vois à partir d'un espace ouvert. Il n'y a pas José face à Louise. Il y a un espace qui accueille Louise, en fait. Et pour vous, Louis, c'est pareil, vous voyez le visage de José, mais de votre côté, vous vous accueillez à partir de cet espace ouvert. Et donc la relation à autrui change du tout au tout, en fait. Tout à fait. José, j'étais vraiment très très heureuse de vous rencontrer parce que votre présence m'a vraiment convaincue, en fait. J'ai déjà apprécié votre livre, mais votre spiritualité, etc. Voilà. Merci Louise, merci de m'avoir invité ici, merci beaucoup. Alors on va faire un podcast à partir de cette émission, donc on mettra, j'imagine, un site où on peut vous travailler avec vous, vous rencontrer, voir vos publications. Un grand merci. Alors maintenant on va